Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense que tout le monde, au cours des derniers jours, pas juste les Québécois, mais je pense à travers la planète, il y a beaucoup de gens qui sont absolument bouleversés par les différents témoignages de Céline Dion qui est aux prises, vous le savez, avec le syndrome de la personne raide. C'est très troublant, mais il y a quelqu'un qui a pu le constater de visu en personne. C'est Jean-Philippe Dion qui, le 21 mai, s'est rendu à Las Vegas pour faire une entrevue avec Céline. Ça va être diffusé dimanche à TVA. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Sophie, bonjour. Merci d'avoir accepté de venir nous rencontrer en personne. Tu le sais, ça fait toute la différence. Voir quelqu'un dans les yeux... Oui, non, c'est beaucoup plus agréable. Moi, j'haïs ça, faire des entrevues en FaceTime. Là, je trouve tellement que c'est impersonnel. Donc, quand tu me dis « Viens en studio », ça m'a fait grand plaisir. Ben, en fait, c'est notre collègue André Sylvain qui a insisté. Mais je dis ça, je parle de l'intensité quand on se regarde dans les yeux parce que toi... Il y a un peu plus d'un mois, c'est Céline qui était à ma place. Comment ça s'est passé? Comment tu as eu l'appel? Est-ce que c'est vous qui avez sollicité une entrevue avec Céline? Comment ça s'est passé? Mais moi, ça fait pas des siècles que j'ai signalé mon intérêt de faire une entrevue avec Céline. En fait, c'est que j'ai vu à un moment donné que le documentaire allait sortir. Puis là, Amazon Prime le 26 juin. 25 juin. Donc, exactement. Donc, je suis Céline Dion. I am Céline Dion. Céline Dion, oui. En tout cas, bref, vous avez compris. Donc, j'ai envoyé une petite note à l'équipe, en fait, qui gère les réseaux sociaux. Excusez-moi, on a entendu un extrait, puis là, ça m'a déstabilisé. Alors, donc, j'ai envoyé un petit message à l'équipe qui gère les relations publiques pour dire si jamais il y a une ronde d'entrevues, qu'elle accorde des entrevues, je me disais peut-être qu'elle va faire plusieurs entrevues aux différents médias québécois, canadiens. Ben, tu sais, je suis là. Donc, j'ai envoyé ça. J'ai pas eu vraiment de nouvelles et à un moment donné, les nouvelles que j'ai eues, c'est que j'ai eu un appel disant Jean-Philippe, donc en comité, donc on a analysé ta proposition, puis on aimerait ça faire l'entrevue avec toi. Est-ce que tu es prêt à venir dans quelques jours? En fait, au départ, on m'a dit ça va être en juin. Quelque part en juin, on va faire l'entrevue. J'ai dit parfait, ça me donne un mois et quelques pour me préparer puis organiser. Parce que moi, c'était pas juste d'aller faire une entrevue, c'était de produire une émission spéciale à partir de ça. Finalement, je pars en Italie pour aller préparer l'émission que je fais avec Lara Fabian pour TVA. Donc, on est en Sicile, au fin fond de l'Italie. Et là, donc, j'apprends que je dois partir pour aller faire Céline à Las Vegas. T'es parti d'Italie pour aller... OK, toi, t'es vraiment jet set. Excusez-moi, je dois quitter Lara Fabian, je m'en vais faire Céline. Il n'y avait rien de jet set, je te dirais, dans mon visage quand je suis arrivé à Las Vegas. 21 heures de vol plus tard. La chance que j'avais, c'est qu'en Sicile, j'étais avec Jean-François Perrault, qui est le directeur photo, caméraman, qui a suivi Céline partout dans le monde. Et je voulais faire cette entrevue-là avec lui parce que pour moi, c'était symbolique qu'on se retrouve ensemble des années plus tard, après avoir parcouru le monde ensemble, mais qu'on fasse cette entrevue-là avec Céline. Donc, il est arrivé là avec moi, puis on s'est mêlé à l'équipe d'Amazon, en fait, parce que cette entrevue-là était captée par Amazon. Donc, c'était vraiment ce qu'on appelle un junket, là. Il y avait NBC avant moi. Après ça, moi, je faisais l'entrevue, donc la première en français. Puis après ça, il y avait d'autres pays comme ça, mais on avait 20 minutes pile poil, chronométré, avec un régisseur, je pense qu'il était sur le bord de s'évanouir parce que j'ai débordé un petit peu. Mais Céline est très bonne pour faire ça et quand tu t'assois devant elle, c'est comme si c'était la première fois qu'elle en parlait. Elle est très bonne pour ça. Très bonne, ouais. Toi, tu as passé du temps avec elle, accès illimité, dans le temps où tu travaillais aussi avec Julie Snyder. Vous l'aviez suivie partout à travers le monde. Donc, tu connais Céline, ou on pensait qu'on connaissait Céline. On peut le dire comme ça? Oui, tout à fait. Donc, entre la Céline de l'époque et la Céline que tu as vue le 21 mai, c'est quoi la plus grosse différence? Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'en fait, oui, dans son propos,
on comprend, elle nous raconte avec beaucoup d'ouverture ce qu'elle a vécu puis ce qu'elle a traversé dans les dernières années. Mais la Céline qui était devant moi, c'était la même Céline que j'ai déjà rencontrée, gentille, bienveillante, allumée, ricaneuse, profonde. Tu l'as pas senti déprimée, découragée devant ce qui lui arrivait? Zéro. Du tout? Non, je l'ai sentie vulnérable parce qu'évidemment, elle a quand même passé à travers le deuil de son mari, le deuil de sa maman, l'annonce, dans le fond, le diagnostic finalement du syndrome de la personne raide. Donc, le deuil de son père, le deuil de son frère. Des dernières années, évidemment. Mais tu sais, donc, j'ai senti en fait que c'était une personne vulnérable à cet égard-là, mais sa personnalité n'a pas changé. Là. Céline n'est pas, est pas à l'article de la mort. Puis toute cette opération médiatique-là est orchestrée par une personne, par Céline. C'est elle qui a décidé de faire ce documentaire. C'est elle qui a participé au choix, en fait, de la réalisatrice, Irene Taylor. C'est elle qui a décidé de s'adresser aux médias le 21 mai, de faire quelques entrevues en choisissant des personnes un peu partout dans le monde. Elle est son propre manager. Ouais. Et moi, à un moment donné, j'avais fait une entrevue avec Monsieur Angélil et on avait évoqué qu'à un moment donné, il serait pas là. Et il m'a dit, j'ai aucune inquiétude. Céline, j'ai jamais douté qu'elle aurait été un manager extraordinaire pour d'autres, donc pour elle-même. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce de cette entrevue exclusive qui va être diffusée dimanche. Céline brise le silence. J'aurais pu arrêter de respirer, j'aurais pu mourir. Puis j'étais plus capable de mentir, j'étais plus capable. Une première entrevue de la star internationale depuis l'annonce de sa maladie. Il faut que je comprenne ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Céline brise le silence, ce dimanche 20h. Bon, la grande question qui est sur les lèvres de tout le monde, c'est est-ce qu'elle va être aux Olympiques? Est-ce qu'elle va rechanter? Il semble-t-il que quand elle a fait l'entrevue avec NBC, à un moment donné, la journaliste qui l'interviewait lui a dit « Est-ce que vous allez monter sur scène bientôt? » Et Céline s'est retournée vers quelqu'un de son équipe et a dit « Am I allowed to talk about it? Est-ce que j'ai le droit d'en parler? » Et la personne a dit non. Donc, mais toi, c'est quoi ton feeling? Moi, mon feeling, c'est qu'elle va remonter sur scène, c'est certain, parce que je sais que son équipe de spectacle est en place, je sais que les gens attendent son retour. Après ça, dans combien de temps, puis comment, ça, aucune idée. Parce que est-ce qu'elle va être capable de rechanter le même répertoire de la même façon? Je ne sais pas. Je sais qu'en ce moment, sa voix va très bien. Là. On m'a dit qu'elle chante très bien. Moi, dans l'émission, vous allez voir dimanche soir, elle me fait la démonstration de comment elle devait chanter pour montrer aux gens qu'elle était quand même capable de chanter, donc très nasillard. Elle me dit tout était dans le nez, puis elle fait la démonstration, puis après ça, elle chante avec la voix, mettons, qu'on entendait sur les albums à l'époque, puis elle est capable de le faire. Elle est capable de retrouver la note. Exactement. D'accord. Après ça, est-ce qu'elle est capable de pousser? Puis le problème, en fait, c'est comme elle dit, c'est que aussitôt qu'elle faisait une note haute, elle ne pouvait plus aller dans les graves. Donc, elle n'arrivait plus à avoir ce registre exceptionnel vocal-là. Après ça, est-ce qu'elle va être capable d'aller aux Olympiques? Je le dis, mais ça vaut rien, mon avis, parce que tout ce que je peux, c'est me baser sur l'entrevue que j'ai fait. Moi, je pense pas. Je pense pas. Mais on dirait que c'est un quiz en ce moment. Là, je sais pas, mais je pense pas qu'elle est prête à monter sur scène en direct devant des milliards de personnes. On se souvient à Atlanta à quel point c'était un moment légendaire. Après ça, est-ce que les Français vont dire, regarde, pendant une semaine, tu as un studio, viens enregistrer quand tu veux, puis on va prendre cette prestation-là, puis on va la diffuser comme ça, selon... Parce que c'est ça l'affaire aussi. C'est pour ça qu'elle tenait à envoyer ce signal-là. C'est que les journées où elle va bien, elle va bien. C'est les journées où là, vraiment, le syndrome rembarque puis prend le contrôle de son système nerveux que là, il n'y a rien qui est possible. Et dans le documentaire, il y a une scène, Sophie, là, ça n'a aucun bon sens. Raconte-moi. Alors, donc, vers la fin dans du le documentaire de Amazon Prime le 25 juin. Exactement. Donc, Céline voulait, en fait, qu'on la voie vraiment dans sa vraie vie, voir la réalité de comment vivre avec le syndrome de la personne raide. À la fin, en fait, donc, elle commence à avoir des douleurs, des raideurs aux pieds. Donc, elle a une séance avec son physiothérapeute pour se faire traiter. Puis là, il dit « Oh, ça augure pas bien, Céline. » Et là, on comprend que le temps passe un tout petit peu dans le montage. Et là, elle est en pleine crise. Donc, elle se met Les caméras captent sa crise. Oui. Et là, elle les yeux qui virent de bord.
Céline, les mains recroquevillées sur elle-même, les cris de douleur, elle devient non-verbale, incapable de parler. Et là, les gens cherchent les pilules dans le sac à main. On voit l'adjointe de Céline texter le médecin pour essayer. Puis là, elle dit à quelqu'un qui est là, genre tant de milligrammes de tel médicament, il faut lui donner ça. T'sais. Mais on est témoin de ça. Puis moi, à un moment donné, je me disais, mais ça, c'est-tu la version qui va être présentée? T'sais, on dirait que c'était tellement brut comme moment. Je me disais, ça se peut pas. Tu trouvais ça trop intrusif? Mais pas trop intrusif, mais c'était bouleversant tellement on avait un accès total. Mais après ça... Un accès illimité. Oui, un accès illimité. Mais après ça, j'ai compris que... Parce que ce qui est fou là-dedans, c'est qu'à un moment donné, donc, elle commence à retrouver ses esprits après une petite gorgée d'eau. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'on sort les Kodak? Et elle fait non. Donc, elle veut mener... Parce qu'à partir du moment où tu laisses rentrer, tu le sais, parce que tu en as fait tellement d'accès illimité, à partir du moment où un artiste dit « Je vous ouvre la porte de mon intimité », à un moment donné, il faut que ça continue. Oui, mais c'est surtout qu'après cette scène-là, il n'y a pas personne dans le monde qui va pouvoir dire que c'est dans sa tête, ce syndrome-là, puis que c'est pas vrai. Là. Mais ça veut dire... Mais c'est aussi que... Parce qu'elle pendant 10 ans, elle cherchait. Ouais. Et elle a dû se faire dire à un moment donné par des médecins, c'est dans ta tête. It's all in your head. Hein, puis nous, excuse-moi, Jean-Philippe, mais nous, les femmes, on s'est souvent fait dire ça. Hein? Je comprends. Un mal de femme est moins pris au sérieux qu'un mal de gars. Un mal de mâle. Mais donc, alors, ça doit être ça aussi. Ça doit être pour ça qu'elle veut que ces images-là soient montrées. C'est une personne sur 1 million qui est atteinte de ce syndrome-là. Donc, c'est pas tous les médecins aussi qui sont aptes à diagnostiquer. Donc, même si elle avait les meilleurs médecins autour d'elle, peut-être que ces meilleurs médecins-là au monde n'avaient jamais vu quelqu'un qui avait ce syndrome-là. Donc, avant qu'ils trouvent puis qu'ils finalement mettent le doigt vraiment sur les mots qu'elle avait, ben ça a été long, ça a été terrible parce qu'elle a dû cacher ça puis camoufler ça. Puis c'est là aussi qu'elle parle justement du mensonge envers les gens. Puis, tu sais, moi, ça m'a bouleversé parce que je me souviens, tu sais, avec René à l'époque, tu sais, c'était l'image de Céline, c'était une image de perfection. Il y avait des batailles, mais on va toujours les remporter, on va toujours les gagner. Là, c'est la première fois où on sent qu'elle est dans une énorme bataille puis qu'elle n'a pas gagné encore cette bataille-là. Tu sais. Fait que c'est saisissant. On avait prévu, puis on s'était entendu, toi et moi, qu'on faisait cette entrevue en 2 parties. Puis la première partie, c'était Céline, puis la deuxième partie, on parlait évidemment de Star Academy, que tu vas animer, qu'on allait aussi parler de Sortez-moi d'ici, que tu n'animeras plus. On va le faire, mais je pense que les gens qui nous écoutent ont aussi un appétit pour qu'on continue de parler de Céline. Alors, plaisir. Si tu es d'accord, on va prendre une mini pause, et puis on va quand même continuer à parler avec un peu de Céline. Ben oui. Mais on va parler de toi aussi. Non. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors, on est rendu à la deuxième partie de cette entrevue avec Jean-Philippe Dion. Jean-Philippe, donc, tu rencontres Céline. Le temps est très compté, c'est 20 minutes, c'est comme vraiment un junket. Puis, en même temps, ton défi à toi, comme intervieweur, c'est d'aller chercher quelque chose que les autres iront pas chercher. Parce que aussi, c'est la seule entrevue en français qu'elle donne pour l'Amérique du Nord. Puis, je veux dire, c'est une petite fille de Charlemagne. Exact. Donc, comment on prépare une entrevue avec Céline dans cette optique-là? Mais je l'avais trop préparé. Là. J'avais une liste de questions, Sophie, d'à peu près. J'aurais pu faire 4 heures d'entrevue. Mais pour vrai, la première question a donné une réponse d'à peu près 5 minutes. Céline, elle aime ça. Céline. Oui, exact. Elle est tellement généreuse qu'à part, j'ai pris mon téléphone, je l'ai serré dans ma poche, puis je me suis dit, hey, le plan d'entrevue, là, bye-bye. Puis c'est ça aussi dans la vie, tu sais, l'expérience à un moment donné, ça fait du bien, puis l'âge aussi qui avance. Tu sais, avoir fait cette entrevue-là à 30 ans, là, j'aurais été nerveux, j'aurais eu la petite voix tremblante, j'aurais pas su où aller, j'aurais essayé là, de poser des questions pour moi, avoir l'air bien bon, mais que finalement, ça donne pas des bonnes réponses. Là, je me suis dit, ce que le monde veut, là, c'est savoir comment elle va, qu'est-ce qui s'est passé, puis où elle s'en va. C'était ça. Fait que c'est là que je suis allé, puis on a dansé la même danse pendant ce 20 minutes-là. Puis vous allez voir, à la toute fin, en fait, Jean-François, mon caméraman, ami qui était avec moi, on a donc, l'entrevue s'est terminée, donc tout le monde a fait « OK, merci. » Et on a continué à tourner, puis on avait pris cette entente-là avec Amazon. Et donc, on capte en fait la vraie petite discussion de fin d'entrevue avec Céline. Puis, tu sais, je tenais à mettre ces moments-là dans l'émission pour montrer aux gens que, tu sais, c'est pas parce que le Kodak coupe que Céline fait comme hey, va-t'en, puis tu sais, j'ai plus le goût. Tellement pas comme ça. Elle s'est avancée vers moi, puis elle m'a pris les mains, puis elle a dit, tu sais, Jean-Philippe, c'est pas contagieux. Tu sais,
parce que c'est comme si pour elle a tellement entendu de gens dire des choses à son sujet, dire que, tu sais, elle était pas à l'article de la mort, que, tu sais, c'est comme si, on dirait que avec ce qu'elle m'a dit, c'est comme si j'avais vu la vulnérabilité, mais la solitude aussi exister autour d'elle. C'est comme si elle voulait juste un rapport physique. Là. On peut-tu juste se toucher, comme, puis se montrer qu'on est des humains, là, puis elle me dit, parce que j'ai dit, Céline, merci là, pour tout ce que tu viens de raconter, puis tu es un exemple de courage. Puis elle dit, ça m'aura pris 56 ans pour accepter d'annuler des affaires, mais là, je suis rendu là, puis j'ai accepté. Fait que, tu sais, elle a cheminé là, beaucoup dans ces dernières années. Ouais. Est-ce que tu penses, parce que tu parles de René Angélil, est-ce que tu penses que si René Angélil avait été à ses côtés, s'il n'était pas mort en 2016, que les choses se seraient pas... Je te sens ému parce que toi aussi, tu avais beaucoup d'admiration pour René. Que les choses se seraient passées différemment. C'est la question que je me pose le plus. Depuis que j'ai fait l'entrevue, là, je me suis vraiment dit, si René avait là, est-ce qu'il aurait accepté ça? Parce qu'il y avait un contrôle de l'image, puis visiblement, il l'a bien fait, parce qu'ils se sont rendus là où ils se sont rendus. Ouais. Donc, il y avait une belle vision pour Céline. Mais je sais pas, je pense qu'en même temps, René n'est plus là, donc Céline, elle vit aussi elle voit les autres vedettes aussi. Puis je pense qu'on est dans un moment de notre société où on peut plus être dans l'artifice, puis on peut plus être justement là, dans vendre du rêve. C'est plus ça. Puis on le voit même avec des Lady Gaga, des Madonna. On voit comme tous. Beyoncé, tout le monde fait des documentaires où ils sont très bruts, où ils sont plus accessibles. Là, Céline vient de mettre la barre haute en termes de brut, là, parce qu'il y a personne dans le monde qui était allé jusque-là. Mais c'est vraiment une bonne question. Puis évidemment, on n'aura jamais la réponse si René aurait accepté ça. Mais clairement, Céline a décidé de reprendre le contrôle de la communication puis de dire là, ça va faire, là. Je suis encore vivante, je vais être encore là demain matin, puis je vais revenir sur scène. Mais c'est quand même assez épouvantable de se dire que Céline, il y a des gens qui ont annoncé sa mort de son vivant. T'imagines l'impact pour les enfants? Tu sais, René Charles, il est plus vieux, mais Eddie et Nelson, je sais pas à quel point ils sont protégés, à quel point ils sont dans une bulle, mais tu sais, mettons, je sais pas, là, tu vas à l'école, tu vas jouer dans la ruelle. Bon, je pense pas que je joue beaucoup dans la ruelle, mais non, puis quelqu'un dit, coudonc, ta mère est pas morte. Je dis, tu te rends compte comment c'est horrible? Oui, puis moi, dans ma tête, souvent, j'avais l'impression que Céline vivait dans une bulle, tu sais, très protégée, qui consommait pas nécessairement les réseaux sociaux. Puis de toute façon, il y a 8 ans, mettons, qui est ma dernière, les réseaux sociaux n'étaient pas encore autant dans notre vie que maintenant, là, tu sais. Mais visiblement, oui. Tu sais, visiblement, elle consomme ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans les nouvelles, parce que, tu sais, elle me le dit, là, que ce qu'elle voulait, là, c'est faire taire toutes ces rumeurs-là, puis elle était plus capable de voir ces titres-là. Mais je me dis aussi à quel point ça doit faire mal, toi, tu sais, de lire ça sur toi-même, là, qu'on annonce ta mort, qu'on utilise des photos truqué de toi pour laisser croire des choses. Mais je salue son courage de dire non, je vais le reprendre moi. T'sais, si Céline décide de parler, les médias sont là. Puis là, c'est elle qui a repris le contrôle de la situation. Et il y a quelque chose de très fort. Tu le disais très bien, les vedettes, en effet, on en voit de plus en plus qui montrent leur vulnérabilité. Mais il y a quelque chose aussi du fait qu'une femme reprend le contrôle sur le narratif. Parce que c'est sûr que là aussi, il y a un double standard. Il y a un 2 poids, 2 mesures. On parle pas de l'apparence d'une femme de la même façon, tu sais, puis Céline, elle a quand même beaucoup maigri, puis bon, tu sais, ses traits ont quand même changé, mais les gens, tu te souviens-tu, à un moment donné, il y avait une photo d'elle, ses cheveux, les cheveux blancs avaient repoussé. Hey, drame national, international, parce que ses cheveux blancs avaient repoussé. Donc, le fait qu'elle reprenne le contrôle, puis dise, regarde, c'est mes mots à moi maintenant pour décrire mes mots MAUX. Oui, mais puis qu'elle se montre comme ça, dans le documentaire de Prime, là, on la voit, là, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de repousse qui a été faite. Elle n'a pas de teinture, elle n'a pas de botox, elle n'a clairement pas eu de chirurgie au visage, elle n'a pas de maquillage. On croirait quasiment qu'elle est allée à Sortez-moi d'ici dans le fin fond de la jungle. Peut-être qu'elle se prépare à ça. Peut-être. Hey, ça serait tout un stunt d'annoncer qu'elle fait la 3e saison. Imagine. Oh, mon Dieu. Ouais. Alors, quelle belle façon de parler de Sortez-moi d'ici que tu as brillamment non seulement produit, mais animé pendant 2 saisons avec ton complice Alex. C'est compliqué à prononcer.
ces deux mots-là. Donc, on a appris évidemment que vous retiriez tous les deux parce que question d'horaire, la production ne sera plus l'été, comme ça l'était l'été dernier quand j'y suis allée, mais ça va être plus vers la fin de l'année. Toi, tu t'en vas faire Starac, donc à un moment donné, il y a juste 24 heures dans une journée. Quel conseil tu donnes aux deux personnes, parce qu'on ne sait pas si c'est des filles, des garçons, on le sait pas encore, aux deux personnes qui vont prendre vos places, parce que vous nous avez fait beaucoup rire, vous nous avez beaucoup émus. Ouais. Ben moi j'ai le goût de trouver un duo qui va avoir sa propre histoire. Ah, c'est bon. Pour pas que parce que tu sais Alex puis moi c'est une bonne ligne, ça. non mais c'est vrai, tu sais nous on a développé tu sais en se disant tu sais moi j'étais la poule de luxe, tu sais Alex un peu aussi. C'est vrai. Ouais, mais c'est très vrai puis tu sais fait que tu sais on a comme développé notre narratif à nous dans notre duo d'animateurs en le faisant, mais je veux pas que les deux nouveaux aille là-dedans parce que tu sais je me dis là pour le public à un moment donné on peut pas tout le temps raconter des histoires d'hôtels 5 étoiles tu sais faut sortir de ça fait que voilà fait que on est là-dedans dans notre casting, dans notre réflexion aussi de se dire quel duo va amener faut aller ailleurs. Ouais, exactement, faut aller ailleurs. Je veux juste te dire merci de l'opportunité que tu m'as donnée en faisant Sortez-moi d'ici. Je me souviendrai toujours du 54e étage. Par contre mon petit ratoureux, la fois où t'es arrivé en mangeant de la crème glacée, j'ai rarement eu autant envie d'étrangler quelqu'un. Je t'ai entendu en entrevue récemment, t'en as parlé, puis je trouvais ça tellement drôle là, parce que écœurant. Les gens se rendent pas compte à quel point il faisait chaud, puis de le voir arriver lui là, le matin, en train de lécher sa crème glacée. Exact. En tout cas, tu étais formidable. Starac. Donc tu reprends les rênes de cette émission-là. C'est quoi le défi? Ça représente quoi comme défi pour toi? Le défi de ma vie là. De ta vie? T'es sérieux? Ben, c'est le défi de ma carrière là. C'est là que tout se joue. Est-ce que ça te stresse? Pas encore, parce que c'est presque dans un an, c'est en janvier prochain, mais de un, c'était quand même un choix qu'il fallait, il fallait que je réfléchisse quand même. J'ai pas réfléchi très longtemps, là, mais il fallait que j'abandonne Sortez-moi d'ici, qui est une émission que j'aime beaucoup, qui cartonne, qui fonctionne vraiment bien. Il fallait que je mette en pause La Vraie Nature, une autre émission qui fonctionne bien, que j'aime beaucoup, que le public aime beaucoup. Fait que, il y avait quand même beaucoup de risques de dire, hey, je me libère de ça pour aller dans un projet qui est un grand variété. Et j'ai pas beaucoup animé de grand variété. J'ai fait 2 galas artistes avec Marie-Pierre Morin il y a quelques années. C'est vrai. Puis, tu sais, j'étais pas le même animateur qu'aujourd'hui. Donc, mais tu sais, pour moi, c'était clair qu'il fallait que je saute dans le bateau de Star Academy. Tu sais, toute ma carrière a été basée sur il y a un train qui passe, la porte ouvre, entre, saute, puis vas-y, puis après ça, tu géreras, tu sais. Fait que c'est sûr que je vais travailler fort pour être prêt. J'ai déjà des idées, mais j'ai une équipe incroyable, puis je me suis entouré d'une équipe de producteurs animateurs comme moi. Donc, il y en a 3 autour de moi. Donc, 3 personnes qui font ça, dont Émilie Fournier, qu'on voit à Sucré Salé, qui est une collaboratrice de longue date. Puis Émilie, elle reprend le phare un peu du producteur que j'étais les autres saisons. Génial. Puis je pense qu'on va avoir une super saison avec Garou et avec Lara et toute la gang. Absolument. Ben, Lara qui est marraine et Garou qui est le directeur. Je fais juste te dire, c'est parce que c'est mal poli, mais je regardais mon sel parce qu'on me dit mentionner que les auditions de Star Academy sont en cours et les gens peuvent aller s'inscrire, c'est important. Ben, c'est important, bravo. C'est important. Donc, c'est en vidéo pour la première phase. Alors, je voulais pas que tu penses que j'étais mal poli. La fille, elle fait une entrée avec Jean-Philippe Dion, elle regarde son sel, franchement. Elle fait sa liste d'épicerie. Ben oui. Je mets de l'argent dans mon parc-commerce. Mais si jamais il y a des parents, des grands-parents qui nous écoutent, que vous avez des jeunes enfants ou des petits-enfants qui ont du talent en musique, ça prend pas la voix de Céline ni de Lara Fabian pour faire Star Academy. On veut des talents bruts avec qui on va travailler. Donc, c'est audition pluriel, staracademy.ca. C'est une vidéo, une chanson en anglais, une en français, puis une présentation qu'on veut avoir de vous. Et ensuite, il y aura une deuxième phase en chair et en os à Montréal et à Québec pour vous voir. Je viens d'avoir une idée. Tu veux chanter? Le premier soir où tu vas animer Starac en direct, tu vas être hyper stressé, tu vas être dans les coulisses, tu vas avoir l'eau qui découle, puis moi, je vais arriver avec un cornet de crème glacée. Moi, te licher en pleine face. Tu vas voir Jean-Philippe Dion, comment t'aimes ça. Parfait. Hein? It's a deal. La vengeance sera douce au cœur de l'Indien. Et donc, dimanche 16 juin, 20h. 20h, c'est donc le créneau 1 heure en compagnie de Céline Dion. Une demi-heure avec Céline parce que j'ai eu 20 minutes. Hein, fait que finalement, on a fait une demi-heure de télé. C'est pas mal l'intégrale. Il n'y a pas beaucoup de cachettes dans cette émission-là. Je pensais que vous aviez rabouté des petits morceaux, mais non. Non. On s'en va droit au but. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, Sophie. À bientôt.